Bien. Fait que je vais vous présenter Blue Team pour PME. Finalement, le concept de PME, c'est plus pour dire qu'il y a des petites équipes qui commencent ou une équipe de 4 personnes en sécurité dans des entreprises de peut-être, je sais pas, je vais dire des chiffres, mais entre 50 puis, mettons, 2000. Là. Vraiment, c'est pas des grosses corporates à 64 000 personnes. Là. Fait que c'est vraiment des trucs, des choses pour vous aider quand, des fois, on ne sait pas trop où mettre de la tête en sécurité en entreprise pour se protéger. T'sais. On va acheter des box, on va acheter toutes sortes d'affaires, mais je vais vraiment présenter des concepts de base qui sont simples, ça ne coûte pas trop cher, soit zéro ou quelques piastres, puis c'est vraiment efficace. Ça, c'est le plan de ma présentation. Là, je vais me présenter un peu. Je vais présenter un peu la différence entre une Blue Team et une Red Team. On en parle beaucoup dans le milieu. Il y a beaucoup de choses qui parlent des Red Team, pas mal moins sur le Blue Team. Fait que je me suis dit que j'allais faire une présentation là-dessus, expliquer un peu c'est quoi les batailles qu'il faut avoir. Puis après ça, je vais présenter les contrôles de sécurité qu'on peut appliquer dans une entreprise pour se sécuriser. Puis par la suite, ça va être la fin. Fait que moi, qui je suis, pour ceux qui m'ont jamais vu ou m'ont jamais vu faire de présentation à Hackerspace, je m'appelle Cédric Chaput. J'ai fait un deck au cégep de Sherbrooke en gestion de réseau. Par la suite, j'ai fait une passerelle deck back à l'Université Laval avec la spécialisation en sécurité. Par la suite, je travaille chez CGI, SSQ. Puis là, présentement, je suis chez Sherweb comme spécialiste en sécurité. Fait que c'est pas mal ça sur moi. Sinon, j'aime bien ça. Ça fait depuis 2011 que je suis avec le Hackfest. Là, je suis pas mal responsable de tout ce qui est les compétitions. Puis comme aujourd'hui, le HIAC, ça, j'ai pas mal organisé le plus gros. Puis pour ceux qui vont participer à soir au CTF, j'ai hâte de voir. Parce qu'on a monté de quoi de vraiment cool. Fait que la différence entre un. Ah oui, ça, il faut que je vous le dise, là, parce que j'avais peur que ma présentation soit plate. Fait que j'ai mis plein d'images de chats. OK? Fait que, si jamais ça vous allume peut-être plus que la sécurité. Non, je plaisante, mais j'ai d'avoir un chat. Fait que là, j'ai mis des photos de lui juste pour que ça soit un peu plus. Fait que la différence entre une Blue Team et Red Team. Finalement, c'est un concept vraiment simple. Red Team, c'est les attaquants. Blue Team, c'est ceux qui défendent. Puis, finalement, le Blue Team, c'est vraiment l'équipe interne de sécurité qui va vraiment vérifier que tout est compliant. Ça, c'est un mot général, mais que les défenses sont suffisantes. Puis la Red Team, c'est celle qui va attaquer, que par le fait même, elle va aider la Blue Team à savoir ses lacunes au niveau de sa défense. Fait que souvent, il y a des exercices Red Team, Blue Team, puis c'est carrément ça. Puis souvent, dans les entreprises matures, qui ont vraiment des gros... C'est vraiment... Bon, on a assis l'équipe Blue Team là, l'équipe Red Team attaque, voyez ce que vous pouvez voir si vous les détectez, si vous êtes capable de les empêcher ou si vous êtes capable d'avancer. J'ai pas vraiment assisté à des résultats, mais souvent la Red Team se rend bien loin avec la Blue Team, la voie de quoi. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les outils qu'on peut s'aider pour avoir justement les voir venir. Puis le Red Team, ça peut être des équipes internes, mais qui sont dédiées à ça. Attaquer tout le temps l'infrastructure pour aider la Blue Team à avoir ses faiblesses au niveau du réseau ou vraiment de l'implémentation, comment c'est fait. Puis, ou ça peut être des firmes externes. Fait que ça peut vraiment être une firme externe qu'on donne un mandat de venir nous attaquer dans le but de renforcer notre équipe. C'est pas mal ça. Sinon, on va passer au contrôle de sécurité qui peut être intéressant à appliquer en termes d'une Blue Team. Le premier, la gestion d'inventaire des équipements et logiciels. OK? Sincèrement, à faire, là, c'est plate en crise, mais pour vrai, c'est vraiment utile. Puis dans le SANS Top 20 Security Control, là, c'est le premier, c'est le numéro 1, c'est en haut. Puis j'ai pas vu beaucoup d'entreprises qui l'ont, ça. Puis c'est super simple, c'est juste, j'ai la liste de tous mes actifs informatiques ou puis ma liste de software. C'est juste ça. Mais en ayant ça, tu as vraiment une meilleure vision de ton parc, ce que tu as à protéger. Puis ce que ça permet aussi, c'est ça. Un peu comme là, j'ai écrit une petite joke. Là, quand tu vois une IP qui fait du bruit de force, c'est comme, c'est quoi cette IP-là? Attends, on va essayer de trouver c'est quoi. Puis là, tu perds du temps à essayer de deviner c'est quoi. Si tu es un attaquant, si tu es un de mes serveurs. Puis là, avec, tu dis, bon, maudit, c'est encore le serveur des devs qui est compromis. Ils viennent de se monter un Windows 2003. Tu as vraiment un suivi de ça. Tu es capable d'avoir la liste. Bon, j'ai 6 Windows 2003 dans mon entreprise. Pas, j'en ai, je sais pas. C'est vraiment une différence qui est vraiment flagrante là, entre je sais qu'on a,
on les protège, je pense. Quand tu les as listés, tu sais sont où, tu es capable de mettre des actions sur eux autres pour réduire les risques puis tout. Fait que ça, c'est. Puis comme je dis, c'est vraiment pas le fun en tant que personne s'occuper de la gestion d'inventaire. Ça n'est pas obligé d'être dans l'équipe Blue Team qui s'en occupe, mais ça en prend une. Puis vraiment, le Blue Team, son rôle, c'est plus de s'assurer qu'il est à jour puis qu'il est maintenu. Là. Puis il y a une autre affaire qui est vraiment importante. Mettons qu'il y a une nouvelle CVE qui sort sur IIS. Là, j'en ai inventé une. En 2018, il y a un Remote Code Execution sur IIS. Tu peux en avoir des requêtes HTML boboche craftées. Tu peux exploiter un IIS. T'en as combien d'IIS dans ta compagnie? C'est quoi les serveurs qui sont vulnérables? Avec ça, c'est super facile de dire, bon, ben, moi, je sais que j'ai 14 IIS, c'est sur tel serveur, tel serveur, tel serveur. OK, on patch en fin de semaine. C'est rapide. Mais c'est pas agréable. Comme je dis, c'est pas une chose agréable, mais c'est très important. Présentement, chez Sherwood, je suis en train de déployer une solution d'inventaire. Puis c'est carrément, on a l'inventaire, on a tous les serveurs. C'est quoi les IP qui sont attachés au serveur? Puis aussi, on fait de la détection. Fait qu'on scanne les subnets tout le temps pour savoir s'il y a des nouvelles IP. Puis justement, mettons que l'équipe infrastructure monte une nouvelle machine, ben, notre scanner va la pogner. OK, là maintenant, on peut la rajouter dans nos processus, on peut savoir qu'elle existe, c'est facile Puis c'est-tu normal qu'elle soit montée en prod? Tu sais, des fois, c'est une machine de dev, tout croche, puis c'est même pas réglementaire, elle n'est pas tout croche. Fait que c'est vraiment des c'est des petits contrôles. Moi, c'est un petit script Python, je me fais, il scanne mes networks, puis il m'envoie un courriel quand il y a des nouvelles IP ou quand il y a des IP de notre inventaire qui ne répondent plus. Fait que ça aussi, c'est un affaire. L'avez-vous décommissionné? En le décommissionnant, ça a-tu bien été fait? Y a-t-il des règles de firewall qui restent, qui traînent de ces IP-là? Fait que c'est toutes des affaires qu'on peut mettre en place. Puis c'est pas cher, là. Vous n'avez pas besoin d'acheter la grosse solution qui scanne. Des fois, c'est juste des petits scans qui scannent. Puis de plus en plus, on rajoute du gravy là-dessus pour rendre ça un peu meilleur selon nos besoins. Oui? Je saute peut-être des étapes dans ta présentation. Mais la prochaine étape là-dedans, souvent, qu'est-ce qui est oublié aussi, c'est de faire le pont avec les lignes d'affaires. C'est quelle ligne d'affaires qui utilise quel serveur pour qu'on sache dans quelle mesure ça affecte la business quand il y a une problématique qui est détectée. Parce que sans ça, sans savoir quelle ligne d'affaires qui utilise quoi, ben, des fois, c'est difficile de faire valoir notre point pour mettre à jour faire appliquer des patchs ou savoir quand on peut les faire. Bon point. Puis, n'hésitez pas à m'arrêter. Le but de la discussion, c'est ma vision de ce que je pense qui est important et qui ne coûte pas cher. Mais si vous avez une vision différente, des ajouts à faire, gênez-vous pas, je suis ouvert aux discussions. Puis, mais c'est un excellent point. Puis, c'est ça qui est important, puis j'espère que ça va ressortir un petit peu. Il faut toujours être en ligne avec la business. On a beau des fois partir sur des fabulations de la sécurité, il faut tout protéger, puis des fois, c'est juste, ça ne suit pas la business, puis tu nuis plus la business que d'autres choses, finalement. Il faut vraiment suivre j'ai pas d'exemple concret, mais... sinon, le prochain contrôle, qui est quand même simple à faire, c'est la gestion des vulnérabilités et des mitigations. Donc, une fois qu'on a notre inventaire, on les a toutes nos postes, ben là, on peut rouler des scans de vulnérabilité. Mais ça, comme je dis, la gestion des vulnérabilités, c'est plus que juste un scan Nessus. C'est pas juste je scanne, je trouve des vulnérabilités, j'en patch. C'est vraiment, une fois qu'on a l'inventaire, on scanne tout ce qu'on a, on sort les vulnérabilités, puis là, on a une liste active. Fait qu'on sait qu'est-ce qui est vulnérable sur notre parc. Puis les vulnérabilités peuvent venir de autres sources que les scanners de vulnérabilité. Ça peut venir des pentests, de découvertes qu'on a faites. Parce que des fois, il y a des scanners de vulnérabilité, ça ne vaut pas tout. Ça vaut toutes les low-hanging fruit ou les choses faciles à voir. Vous allez avoir une liste de tout ça. Puis après ça, une fois que, mettons, un exemple, un Windows 2003, ça, il est considéré comme critique parce qu'il est plus supporté. Mais tu peux dire comme, oui, on sait qu'on a 16 Windows 2003, mais on a des mitigations. Fait que dans ta liste de gestion de vulnérabilité, tu peux attacher vraiment ta mitigation avec ta vulnérabilité. Puis comme ça, un moment donné, si justement, mettons, on va le protéger par un firewall, vous enlevez le firewall, ben ça redevient une vulnérabilité parce que là, il est plus mitigué. Puis là, vous avez vraiment votre big picture. C'est pas juste, on l'a protégé, on le suit plus, puis on le sait qu'il est correct. Mais avec ça, moi, vous avez un picture des vulnérabilités qui sont existantes, même s'ils ont été mitigués. C'est important de garder ça à jour, puis de vraiment une liste de ça. Fait que, c'est vraiment... puis ça peut venir de plusieurs sources. Ça peut être ça, un scan Nessus, un OpenVAS, tu roules un Nikto sur un serveur web, ça peut être vraiment un pentest web que là, vous avez sorti. Fait que c'est vraiment...
vous avez une base de données de tout. Ça peut être un Excel, ça peut être... Moi, j'aime pas trop ça, les Excel sur un SharePoint, là, ça va jamais bien, mais ça peut être une base de données qui a toutes vos vulnérabilités, puis ça peut être aussi simple que telle machine, c'est ça, y a-t-il une mitigation? Oui, non. Quand est-ce que ça a été patché? Puis avec un outil comme ça vous permet de savoir aussi combien de temps ça prend boucher un trou de sécurité dans notre entreprise. Ça prend-tu 6 mois? Ça prend-tu 3 semaines? C'est fait? Ça prend-tu une journée? Puis après ça, vous êtes capable après ça de sortir des metrics ou des chiffres en disant comme regarde comment on est performant. Du moment qu'il y a une nouvelle vulnérabilité qu'on trouve, ça prend une semaine, c'est fait. Puis après ça, vous pouvez même aller plus avec un couteau dans le dos des départements qui ne sont pas bons, mais vous vous dites comme hey, pourquoi tous les départements, les autres sont bons, sont tous patchés, puis vous autres, vous êtes tout le temps en train. Fait que là, vous pouvez arriver avec des beaux chiffres, puis là, ils se font taper ses doigts. Fait que ça, c'est un outil qui est vraiment intéressant à voir. Puis comme je dis, ça coûte pas cher, c'est un Excel, une petite BD SQL Lite ou une MySQL, ça prend du temps, par exemple. Ça, je ne vous cacherai pas, quand il n'y a rien de mis en place. Sinon, il y a peut-être des outils qui existent, mais pour tout centraliser, je ne sais pas quoi dans le monde. Mais ça, c'est vraiment un contrôle qui est intéressant. Sinon, le durcissement des serveurs et segmentation réseau, finalement, c'est vraiment du hardening de serveurs. J'ai utilisé pour la loi 101. Après ça, je me plains de moi en anglais. Mais il y a le CIS qui fait vraiment des excellents documents de framework. Ça s'appelle les CIS Benchmark. C'est carrément une liste de tout ce que tu peux faire pour hardener ton serveur. Puis ils ont vraiment tout. Comment hardener un SQL, comment hardener un Linux, un Red Hat, un Cisco. Oui. Il y a aussi le DoD. DoD, bon, c'est quoi, c'est pour... C'est le département de la défense des États-Unis. OK. Bon, il y a le DoD aussi qui font des frameworks plus nouveaux? Non, vraiment au même niveau que CIS. C'est une bonne... il y a beaucoup de ressources, DoD. Il y a une NIST qui font un peu plus haut niveau, vraiment juste gestion du hardening. Mais mettons comme le CIS, puis ils divisent ça en level 1, level 2. Fait qu'il y a vraiment du hardening que tu peux appliquer, puis ça n'aura pas d'impact de compatibilité avec d'autres systèmes. Puis là, il y a le level 2 que là, tu peux activer. Puis là, ça peut avoir des impacts avec des choses legacy. Un peu, par exemple, désactiver le SSL V3. Ça, c'est un exemple qui peut avoir de l'impact sur des vieux clients legacy qui fait briser des choses. Fait qu'ils ont vraiment une belle documentation. Moi, je trouve que c'est gratuit d'aller les chercher. Il faut juste écrire ton nom. Fait que tu écris n'importe quoi. OK, puis là, tu as le PDF. Fait que là, le CIS, c'est ça, les CIS Benchmark. Je ne sais pas pourquoi ils appellent ça Benchmark, mais c'est un document de hardening, finalement. Puis eux autres, ils font aussi un outil que j'aime pas trop parce qu'il est en Java, mais il peut te donner le score de hardening que ton serveur y a. Fait que tu exécutes ça, lui il va aller voir si tu as tout respecté les hardening du CIS, puis il va te sortir, tu as 75% du hardening que tu as pu faire. Fait que ça, c'est des outils qui peuvent permettre, puis des fois, c'est tout simple que juste désactiver certains petits protocoles qui sont... Puis des fois, on ne le sait pas trop tout le temps, quoi désactiver, puis c'est vraiment ça, c'est une belle documentation pour s'aider à connaître un peu plus ça. Puis il y a des outils qui peuvent vous aider vraiment à déployer le hardening partout. Comme les GPO, ça, tout le monde connaît pas mal ça. Il faut juste s'assurer que les computers sont d'un beau OU, parce que ça, je le vis. Il va savoir tout hardené, puis finalement, tu te rends compte qu'il y en a juste la moitié parce que les autres sont restés dans le OU computer, au lieu d'être dans un autre OU où les GPO s'appliquent. Fait que c'est des choses qui arrivent. Et sinon, il y a Ansible Puppet en Linux, que tu vas vraiment mettre des templates sur le serveur. Puis sinon, des custom scripts, ça peut exister. Il y a vraiment... tout est ouvert pour ça. Sinon, au niveau de la segmentation réseau, c'est vraiment de séparer les zones. Sa zone de management, tes users ne devraient pas accéder à ça. Ça devrait juste être tes administrateurs, puis séparer vraiment la WAN, DMZ, LAN. C'est un principe super simple, mais il y en a qui ont de la misère des fois. Fait que c'est juste vraiment de séparer les zones, puis pas juste dire c'est séparé par un VLAN, comme on en discutait tantôt. C'est vraiment de l'empêcher que les zones se parlent. Un VLAN, c'est pas assez, ça prend vraiment des access lists pour que entre les différents subnets, ça se parle pas ou ça se parle selon les besoins. Ginette, la secrétaire, n'a pas besoin de parler au port RDP du serveur de l'Active Directory. Elle a juste besoin de certains ports pour pouvoir authentifier son ordi, puis c'est tout. C'est le genre d'affaires qu'on va faire. Puis, il y a un dataflow, je sais pas le nom générique. Nous autres, chez Sherwa, on appelle ça comme ça. Finalement, c'est juste un gros tableau que tu fais qui dit qu'est-ce qui a le droit de parler à quoi.
c'est vraiment une image de ton firewall, finalement. C'est sûr qu'une fois que toutes tes règles sont mises en place, c'est dur de faire le reverse engineering de ça. Mais quand vous mettez en place des nouveaux environnements, des choses comme ça, c'est vraiment un bel outil parce que c'est vraiment le fun. Le monde, mettons, il dit, je ne sais pas pourquoi tel serveur ne parle pas à tel serveur. Check le data flow. Ben, il n'y a aucune règle qui le laisse là-dedans. Puis il y a tu es capable de mettre des explications, des descriptions. T'sais. Des fois, dans les règles de firewall, tu dis ça, tel IP vers tel IP, sur le pass 6, 3, 4, puis 25. Puis il n'y a aucune description. Au moins, avec un data flow, tu es capable de garder une image de OK, ça sert à ça, c'est pour ça. Des fois, c'est plus général, mais tu as une image de choses. Puis l'important, c'est de le maintenir à jour. Ça, c'est un des clés de succès, mais c'est l'outil. Sinon, l'utilisation d'un TS de management ou un jump point qui appelle. Vraiment, tu as tes utilisateurs qui sont tous confinés à une place avec tes administrateurs. Puis eux autres, pour que les administrateurs administrent les serveurs, il faut vraiment qu'ils aillent se connecter sur le TS ou le jump point. Ils vont se loguer sur cette machine-là, puis de celle-là, elle peut administrer le reste. Ça fait vraiment une belle segmentation. Tout dépendamment du contexte de l'entreprise, ça se fait ou ça se fait pas. Mais ça, c'est des façons super faciles de limiter, de segmenter justement ton réseau. Puis sinon, il y a une autre affaire qui est quand même simple à implémenter puis qui est le fun. Les 2 facteurs d'authentification sur les TS. Ça, c'est finalement, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste comme les jetons RSA. Quand vous rentrez votre username, votre password, puis si vous avez besoin, par exemple, votre cellulaire, que ça vous donne un jeton, puis vous le rentrez, puis là, vous pouvez vous authentifier. Un hacker qui vole votre mot de passe, votre identifiant, mais il ne pourra pas s'authentifier sans votre cellulaire, votre jeton. Ça, c'est ça. Une affaire qui n'est pas faite beaucoup souvent, mais du egress filtering avec des proxy web. Par exemple, comme Pat qui dit que dans les compagnies où ce qu'ils mettent en place, c'est là qu'il est dur de faire du data exfiltration par DNS, il faut faire des pirouettes. Mais il y a des places qu'il n'y a juste rien. Ils font juste l'envoyer par un FTP facile, puis il n'y a pas de problème. Ça, c'est une des choses qui peut être appliquée vraiment. Tes utilisateurs, ils n'ont pas le droit d'aller sur Internet. S'ils veulent aller sur Internet, il faut qu'ils passent par le proxy web. Puis sur le proxy web, il peut y avoir des sécurités comme un antivirus, un URL filtering. Il peut y avoir aussi des listes d'IP par réputation. On peut mettre des sécurités. Ça réduit le scope que tes utilisateurs peuvent aller. Puis selon les besoins, on peut ouvrir export. Mais c'est vraiment de limiter les ports en sortie. Ça aussi, c'est une façon simple de se sécuriser quand même beaucoup parce que finalement, la majorité des utilisateurs, ils ont besoin de quoi? Du web. Des fois, des transferts FTP, FTPS. Ça fait que ils n'ont pas vraiment besoin du grand scope au complet. Là. Tout dépendant de la business. Là. Des fois, c'est pas ça exactement, mais je reste général. Sinon, un autre contrôle. Les audits. Là, comme vous voyez, ça, c'est la mise en prod de mon show jour 1, tout prêt, tout beau. Fait que, les audits, ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que comme j'ai écrit ça petite slide, les sysadmins et les devs, ils retirent la sécurité plus vite pour livrer plus vite, souvent. Maudit firewall, je vais désactiver le temps que je monte ça, tac, 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 ils montent ça, ils ne repartent jamais le firewall. Fait que là, pourtant, c'était dans vos listes de hardening. Fait que les listes de hardening, c'est pas juste au jour 1, c'est vraiment toujours. Vous allez toujours vérifier, bon, ils ont-tu désactivé SSL, ils ont-tu réactivé SSLv3? C'est toujours un check constant. Puis ça, avec les Nessus Audifier, c'est réalisable aussi de vérifier ça. On peut vraiment se faire un template qui dit, bon, ben, l'ordinateur pour être compliant du hardening, il doit avoir ça. Fait que vous scannez, mettons, vos ordinateurs aux 2 semaines, selon les besoins. Puis là, vous êtes capable de voir, bon, ils ont désactivé le firewall. C'est vraiment un travail continu parce que, je ne vous cacherai pas, le jour 1, ça a toujours l'air bien propre. Là, tu arrives au jour 30, là, après le 2G patch, puis là, le serveur il est déjà tout déhardené, il est déjà tout croche, il n'est pas patché, il n'y a rien. Puis l'audit aussi, c'est pour checker les choses comme les patchs. Sont-ils appliqués les patchs? Ça, je ne sais pas pour vous autres, là, je lance une question ouverte. Moi, je sais pas. On dirait que c'est tout le temps compliqué de patcher les serveurs. Il y a tout le temps des serveurs oubliés. Il y a ah, mais là, il n'était pas dans la collection. C'est comme patch tout, je ne sais pas. En tout cas, pour les pages de sécurité. Mais ça, c'est un cri du cœur qui sort. Il y a des outils comme SCOM, vraiment l'outil Microsoft pour voir tout ton parc informatique. Tu peux te sortir des rapports s'ils sont compliant ou pas. Il y a Microsoft Baseline Security Analyzer. Ça, c'est vraiment bien. Ça va checker finalement si tous les patchs de sécurité sont appliqués sur le serveur ou la machine. C'est pas vraiment fait pour scaler un parc au complet,
Mais si vous voulez tester une machine ou deux, ça va vraiment bien. Puis ça peut checker le hardening des IIS, SQL, puis pas mal ça. Puis sinon, Nmap, qui est un outil vraiment... Moi, je le vends au bout. Là. Il y a plein d'outils là-dedans qui te permettent vraiment... Bon, si tu veux tester SSL V3, tu peux le faire. Tu peux faire des checks d'audit avec Nmap, tu vas voir s'il y a des ports ouverts qui ne devraient pas être ouverts. Puis c'est ça, tu peux vérifier, mettons, si SSL il est fait ou pas. Fait que c'est vraiment important de suivre l'état de son père. Puis justement, une fois qu'on a l'inventaire, c'est facile de faire un audit après ça. Parce que vous savez ce qui est normal, ce que votre parc a. Puis mettons, bon, ben, sur mes IIS, moi, c'est supposé être ça. Bon, ben, tu sors de ton inventaire tes IIS, tes scans, bon, ben, ils respectent ou pas. Fait que c'est des petites choses qui sont faciles à faire. Fait que c'est ça. Là, après, le touche des pages de Microsoft, là, pas patché pantoute. Sinon, un autre outil qui est intéressant, c'est les CM, puis j'enlèverais quasiment le S de CM. Ouais, vas-y. Quand on patch en automatique, en script, tu as un truc qui s'appelle Shavlink. Shavlink? Shavlink. S-H-A-V-L-K. Qui te permet de patcher encore mieux que Microsoft de base. OK. Il te le fait en script et en multi. C'est quoi, c'est un PowerShell qui... En quelque chose? En fait, tout un système interne, c'est propriétaire sur un point, mais il te scanne l'intégralité de tes updates. Il se met au serveur de Microsoft Security et il va vérifier avec la base de CVE Details directement. OK, c'est bon. Puis ça... Bon, ben, écoutez ça, moi, je vais aller regarder ça. Sinon, sur les CIAM, j'enlèverais même le S de l'IAM parce que c'est juste c'est Security Information Event Management, mais c'est bon plus que juste pour en sécurité. Puis des fois, on dirait que les équipes network ou infrastructure, les différentes équipes, ils veulent pas vraiment avoir le log centralisé, mais il me semble, personnellement, moi j'aimerais ça que tout soit centralisé. Fait que c'est vraiment juste centraliser les logs à une même place. Fait que c'est les logs de switch, les logs de firewall, les logs d'événements d'accounting de Windows. Fait que vous savez qui s'est logué sur quel box, pourquoi. Fait que, tu sais, même le gars d'infra, bon, qui a redémarré le serveur, ils peuvent le voir. Des fois, c'est même pas besoin d'être la sécurité. Mais c'est un outil qui est super fantastique. Puis il y en a plusieurs, plusieurs, peut-être pas, mais il y en a quelques-uns gratuits qui sont pas. Parce que je sais que quand vous voulez implémenter des SIEM, là, des fois, des Splunk ou des choses, ça peut chiffrer vite, ou des ArcSight, là, mais sinon, ça peut juste être un R6 log, vous centralisez vos logs à une place, puis tu mets un petit watcher qui peut te mettre des alertes. Fait que, des choses que tu peux faire avec ça, tu peux faire du reporting, de l'alerting ou de la lecture du vendredi après-midi quand vous n'avez rien à faire, parce que c'est le fun, les logs. Je ne sais pas vous autres, là, mais c'est le fun, les logs. Puis, c'est une petite parenthèse juste pour dire, aussi, lisez vos logs une fois que tu as un SIEM, parce que il faut savoir c'est quoi le normal de nos logs. Parce que le jour, quand tu arrives en événement de crise, il arrivait de quoi, il faut vérifier. Là, on trouve toutes sortes de cochonneries ou de choses qui ne marchent pas. Finalement, tout ne marche pas, mais que ça n'a aucun rapport avec le problème original. Fait que c'est pour ça qu'il est important de vraiment lire ces logs. Pas obligé d'être tout le temps, mais au moins savoir c'est quoi le picture normal. Puis avec l'alerting, ça c'est quand même pas pire. Mettons, vous voulez recevoir un courriel quand est-ce qu'il y a un domaine admin d'ajouter. Ça, c'est le genre d'événement que c'est louche. C'est-tu le nouveau gars qui vient de rentrer, qu'on a rajouté au groupe? C'est normal. C'est-tu un compte hacker, qui vient de se rajouter? Ça, c'est louche. Puis avec l'alerting, comme l'accounting Microsoft, vous êtes capable de savoir c'est qui l'a rajouté, dans quel groupe. Fait que, vous pouvez mettre vraiment de l'alertage sur vos... je sais pas si c'est un mot, alertage, mais des alertes. Des alertes sur vos groupes admin. Fait que vous allez vraiment avoir une alerte automatiquement quand quelqu'un a été ajouté au groupe, ou même retiré. C'est des choses qui peuvent être intéressantes de faire. Puis sinon, des rapports. Carrément, bon, il y a eu comment de connexion ou comment de comptes nouveaux qui ont été créés dans le domaine. C'est des choses qu'on peut suivre facilement avec ces SIEM, parce que le but, c'est vraiment de centraliser. Puis pas juste ça, c'est de... Colin, j'ai oublié le mot. Finalement, c'est des rendre uniformes. C'est tout uniformiser les logs. Fait que tu cherches dans un log de firewall, de VPN, de Windows, quand tu cherches le user Bob, ben, il te sort tous les logs, puis l'agrégateur de logs. Comment? Corrélé? Ben, c'est un petit peu plus loin que ça, mais ça peut être ça. Mais ouais, mais finalement, c'est uniformiser les logs, puis que quand tu cherches le user ou une IP,
mais que ce soit dans le champ IP d'un firewall, dans le champ IP d'un Windows, il va être capable de sortir tous les logs qui ont rapport avec ça. Puis ça facilite vraiment le travail d'analyse de logs. Fait que, sinon, c'est pas mal le tour. Sinon, une autre affaire, la surveillance. Ça, c'est bon, tout est patché, tout est beau. Mais c'est quoi que mon monde fond? Je veux le savoir, là, je veux avoir un peu de gravy. Y a-t-il des brute force, des scans? Fait il y a des choses qui peuvent être utilisées, des IDS pour la détection, les IPS pour bloquer, puis il y a les HDS qui peuvent être installés sur les postes pour faire vraiment détecter les attaques ou même des changements d'intégrité des fichiers. Puis il y a l'integrity check pour des choses qui ne changent pas souvent ou que, mettons, vous avez un serveur web statique. Il n'est pas supposé avoir de nouveau contenu souvent. Vous pouvez mettre du contrôle d'intégrité, ça va vérifier seulement si les fichiers ont été modifiés ou qu'il y en a des nouveaux qui ont été ajoutés. Fait que vous mettez de l'alerting là-dessus. Ah, c'est bizarre, mon index.php a été modifié, c'est bizarre ça. Fait que là, on peut faire tout de suite des bonjour. Mais fait que c'est ça, on peut faire vraiment de l'alerting avec ça, puis comme ça, on peut prendre les actions pour corriger tout de suite. C'est-tu normal? C'était une mise à jour ou c'est un hacker qui nous a eu? Fait qu'on peut tout de suite prendre des actions rapides pour pas que on se fasse avertir par le Journal de Montréal. Ouais, vous êtes fait défacer votre. On veut vraiment être proactif. Là. Puis il y a un petit concept qui est quand même le fun, la vigie. Finalement, c'est toutes des petites actions qu'on peut faire pour surveiller si, comme justement, nos IP se retrouvent-tu dans des listes de malware, des listes d'IP qui ont fait des choses risquées, ou en tout cas, comment je peux dire ça? C'est quoi la liste? Je ne me souviens plus du nom, mais finalement, il y a des listes publiques qui existent ou des listes qu'on peut payer. Puis ça contient des listes d'IP qui ont fait des attaques contre des serveurs, des DDoS, ou ça peut faire partie de listes de Command and Control. Puis on peut vérifier si nos IP sont là-dedans. Puis c'est la même affaire avec les nœuds tard. Est-ce que nos IP sont rendus des nœuds tard? Ils participent-tu à la chose? Si un matin tu te réveilles puis hey, ton IP il s'est rendu un nœud tard, c'est bizarre, là, c'est pas normal. Fait que là, on peut investiguer puis justement être proactif. Ça peut être normal aussi, là, selon la compagnie. Ça peut être de la recherche, là. C'est comme je dis, il faut vraiment s'enligner avec la business puis pousser dans le bon sens pour s'aider. Sinon, les ports externes ouverts, c'est un petit check qu'on peut faire facilement. Nos ports ouverts à l'externe, si c'est juste 80.443, on peut juste faire un scan par jour aux heures de l'externe de notre IP. Puis s'il y a des ports qui s'ouvrent, c'est bizarre ça. On peut prendre action tout de suite. Puis, c'est le genre d'affaire qui peut arriver. Il y a une erreur sur le serveur. On récupère un vieux backup qui n'avait pas le firewall dessus. Là, tu te retrouves avec un MySQL exposé à Internet. Puis avec des petites choses, juste comme un scan, tu peux t'assurer d'être informé tout de suite si il y a une modification. Sinon, il y a Shadow Server, qui est, je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un organisme, tu lui donnes tes IP. Non, ben, tu donnes la liste des IP. Puis eux autres, ils vont t'avertir si, il y a un MySQL Internet Facing. On a trouvé du SNMP public. On a trouvé. Fait qu'ils vont vraiment t'alerter s'il y a des choses. Puis ils peuvent même te dire, ça c'est quand même le fun, si une de tes IP se retrouve dans des campagnes de phishing ou dans des malware. Fait que nous autres, c'est arrivé, il y a un de nos clients qui s'est fait infecter. Puis en gros, son IP était utilisé comme page web de phishing. Fait que quand quelqu'un cliquait dans le URL de la banque qui était fausse, ça pointait vers un de nos IP à nous autres. Là, encore une fois, c'est ça, tu veux prendre action, tu veux pas que ça reste de même, à moins que c'est ça le but de la compagnie. I want to get pound, là, tu veux tout faire hacker. Puis, I have been pound, ça c'est quand même le fun aussi. On peut enregistrer des domaines au complet. Fait que tu enregistres ton domaine, admettons pepsi.com, tu l'enregistres là, puis du moment qu'il y a une adresse quelque chose @pepsi.com qui se retrouve dans des listes de users ou de passwords leakés sur Internet, tu es tout de suite averti. Fait que comme ça, tu es capable d'avertir tes users et de dire « change tes passwords ». Toute la gang. Parce que justement, les users utilisent le même password souvent ailleurs. Tu veux pas, mais ils le font. Fait que ça, c'est le genre d'affaire que tu peux être averti. Fait que c'est pas beaucoup d'efforts. Tu t'inscris sur le site, tu donnes ton domaine, puis c'est fini. Là. Après ça, tu y penses plus, puis il t'envoie un courriel quand il arrive de quoi. Fait que c'est des petites actions qu'on peut faire pour vraiment augmenter notre
notre sécurité puis à faible coût. Sinon, il y a des listes de mail spam que on peut payer pour savoir si nos IP se retrouvent, surtout mettons qu'on a des serveurs, des serveurs de courriel, on peut savoir si nos IP se retrouvent dans des listes de spammers. Fait que là, si je pense qu'il y en a un, je me souviens plus du nom, mais malheureusement, je m'excuse, là, c'est mettons une soixantaine de dollars par année. Puis lui, ce site-là, il dit vraiment, il donne sa liste de réputation de spammer. Puis si jamais tu te retrouves là-dedans, mais tu peux prendre des actions pour changer ça. Fait que c'est pas mal sollicité. Ah, tout ça, c'est pas le fun non plus, mais c'est important. Le review des accès, finalement, c'est carrément de juste vérifier si tes admins, ils ont-tu les bons droits. Ils ont-tu trop de droits, ils en ont-tu pas assez. Tu sais, quand tu es domaine admin, tu donnes tous les droits qu'il faut. Bah, ça, je me suis enlevé, c'est correct. Fait que ça, c'est de l'alerting qu'on peut se mettre pour les détecter au début. Mais c'est vraiment de juste vérifier, bon, ben, les network admin, ils ont-tu juste les droits network? Il y a plein d'affaires à faire pour ça, mais c'est vraiment juste faire le review. Puis s'il y a de quoi de pas correct, finalement, on le change. Vérifier les comptes inactifs. Ici, j'ai mis une petite commande PowerShell, c'est super simple. Ça va chercher dans l'AD tous les comptes que ça ne fait pas 90 jours qui ont été utilisés. Puis ça te sort la liste. Fait qu'après ça, on peut se dire, bon, ben, si ça ne fait pas 90 jours que tu t'es logué, il y a un problème, je te désactive. Ou selon l'action qu'on veut dans l'entreprise, on peut contacter la personne, log-to-way, ça sort dans mon rapport. Il y a plein d'affaires à faire, mais tu sais, c'est pas difficile. On peut se faire un petit rapport à chaque mois ou à chaque jour que ça roule. On s'envoie un courriel quand lui, ça fait 90 jours. C'est-tu parce qu'il a été oublié d'être désactivé, d'être supprimé? La personne est peut-être déjà partie, elle a quitté son emploi, mais ils l'ont jamais supprimé. C'est des petites affaires qu'on peut facilement capturer des petites niaiseries comme ça. Puis c'est sûr qu'à long terme, c'est mieux de réparer le process qui ne marche pas que de continuer à faire ça. Mais ça permet de pogner des petits low-hanging fruit de sécurité que, justement, à long terme, tu te retrouves avec un monstre à démêler. Sinon, c'est ça, il y a un concept qui est vraiment important, les comptes admin versus les comptes utilisateurs. Moi, je trouve ça important vraiment de séparer les comptes d'utilisateurs puis les comptes d'admin. Quand un admin se log dans ses courriels, quand il va utiliser l'intranet, quand il utilise les services d'entreprise, il devrait utiliser un compte utilisateur. Il ne devrait jamais utiliser un compte administrateur pour faire ses tâches de user day-to-day. Tu veux administrer le serveur Exchange, prends ton compte admin. Tu veux aller voir tes courriels, prends ton compte utilisateur. Vraiment, segmenter ça. Parce que c'est justement, là, ça réduit vraiment, bon, mais tu te fais infecter par tes courriels ou en browsant l'Internet. Ben là, tes domaines Exchange, tu as tous les droits administrateurs sur toutes les choses. Puis c'est vraiment ça. C'est pas difficile à implémenter. C'est juste vraiment une nouvelle façon de faire pour les sysadmins. Quand on a 400, ben là, ils n'aiment pas ça. Quand il y en a juste 3, c'est facile. Fait que c'est une façon de travailler qui est, selon moi, intéressante. Sinon, il y a le IMA, que je ne suis pas sûr que ça... Non, en tout cas, c'est Identity Management and Access. Ça non plus, c'est pas agréable à faire, mais c'est quand même un concept intéressant. Finalement, tu as une base de données centrale qui gère tes identités. Fait qu'admettons Cédric, bon, ben moi, je suis un expert en sécurité. Fait que quand on va me créer dans la compagnie, bon, ben ça va me créer juste les bons accès que j'ai besoin dans les bons systèmes. Souvent, dans les compagnies, on a souvent 40 systèmes ou 30 différentes places. Il faut donner des accès dans telle base de données, il faut donner dans l'AD1, dans l'AD2, il faut donner des droits dans telle page web. Fait que quand la personne part après ça, ben là, c'est pas souvent bien nettoyé. Puis l'identity management, ce que ça permet de faire, c'est justement, bon, ben mon identité, Cédric, elle a un compte là. Fait que quand vous désactivez l'identité, ça désactive tous les droits partout. Fait que ça, c'est une chose. Là, je l'ai mis tout petit parce que c'est pas vrai pantoute. C'est vraiment beaucoup d'ouvrages à mettre ça en place, mais ça existe. Mais c'est pour ça que je l'ai mis tout petit, juste parce que quand vous avez bien de l'argent, bien du temps, puis vous avez déjà tout fait vos autres contrôles, vous pouvez mettre ça en place. Mais c'est vraiment un concept intéressant. Puis justement, quand vous avez 50 000 systèmes, ben, lui part, c'est parti. C'est juste que le jour que vous l'implémentez, quand lui tu le crées, ça crée dans les 50 000 systèmes. Puis souvent, c'est pas tout un petit API HTML. Des fois, c'est upload un CSV sur un file server. D'autres fois, c'est d'autres. Des fois, c'est bien compliqué. Fait que ça, c'est des choses qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Question? Non?
La gestion d'incidents, là, c'est ça, je vais enlever un peu la lourdeur des fois qu'on se met de ça. Des fois, c'est pas d'écrire un document de 400 pages qui fait référence à ça d'affaires. Finalement, c'est juste de savoir qui fait quoi, dans où, comment. C'est qui les personnes responsables. Tu sais, s'il y a un incident de sécurité, c'est qui qu'on communique. C'est quoi? C'est tout simple que ça. C'est juste de dire, bon, ben, tu veux que les bonnes personnes, bon, ben, s'il y a des problèmes législatifs, c'est qui va s'en occuper? Ça va être tel CEO, en tout cas, telle personne avec l'avocat X. C'est juste de vraiment lister, oh, mais regarde, c'est eux autres qui vont prendre action dans un problème. Sinon, les processus, finalement, c'est juste de ça. Ça, c'est comme je dis, c'est le mot universel en entreprise qui est utilisé à toutes les sauces, là. Processus tout le temps. Mais finalement, c'est juste de savoir que tout le monde sait c'est quoi son rôle, puis c'est quoi la lignée que c'est supposé prendre. Puis c'est pas quand il y a un incident que c'est le temps de la deviner, ou de l'inventer sur le fly. Là. C'est vraiment important de le savoir. Sinon, les technologies. Le jour qu'on a un incident, on est-tu équipé pour travailler? On a-tu un CIEM, justement? On a-tu des logs centralisés? On a-tu des logs tout court? Fait que s'il y a un incident avec notre serveur web, on est-tu capable de savoir qu'on a eu un coup de force, qu'on est-tu capable d'avoir les logs de serveur? On est-tu bien équipé technologiquement pour affronter l'incident? Ça, c'est vraiment... Puis, l'information. Tout le monde est-tu au courant comment parce que justement, écrire un document puis de le mettre sur la tablette, ça sert absolument à rien. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tout le monde soit au courant, qu'il y a 1000 façons de le faire pour livrer l'information, mais il faut vraiment que tout le monde soit au courant, sinon ça ne sert à rien d'avoir fait ça. Ça va rester sur une tablette, puis le jour que ça va arriver, bien là, c'est tout. Puis ça a l'air con, là, mais ça, c'est juste la préparation à la gestion d'incident. Parce que le jour de l'incident, c'est d'autres mesures qu'il faut être rodé. Je n'embarquerai pas là-dedans, c'est... À la fin, j'ai leaké, ouais, c'est mon langage de hacker, là. Mais j'ai mis un lien. J'ai mis un lien en bas, puis c'est carrément... C'est une compagnie qui fait de la gestion d'incidents. Elle a écrit un gros rapport d'à peu près comme 150 pages de c'est quoi que devrait être de la gestion d'incidents. Fait que vous pouvez vous prendre le temps de le lire, puis ça explique vraiment les étapes. C'est sûr que c'est un petit peu un mini speech de vente là, qui explique comment tu devrais choisir une compagnie externe pour faire ta gestion, mais il y a vraiment les grosses lignes d'étapes de, bon, ben, tu commences par la préparation. Quand ça arrive, c'est quoi à peu près? Fait que vous pouvez prendre ça comme petite lecture de chevet si ça vous intéresse. C'est pour ça. Puis sinon, une petite touche, une petite chose sur le disaster recovery. Finalement, qui s'attache au plan de continuité des affaires. Mettons, moi, je suis une boulangerie, je suis en sécurité là, une grosse boulangerie. Ma boulangerie passe au feu. C'est quoi mon plan? C'était quoi nos mesures? T'sais? Puis, comme je disais, c'est pas le temps, une fois que c'est trop tard pour prendre action. C'est vraiment juste dire, bon, ben, s'il arrive de quoi, comment qu'on paye pour avoir un plan de continuité des affaires? Pour la boulangerie, eux autres, c'est peut-être juste... Moi, je veux juste que j'ai un backup externe. Fait que le jour que ma boulangerie passe au feu, je vais être capable juste au moins d'aller chercher les informations des emplois qui me restent à payer avant de faire faillite. Non, mais il y en a, c'est peut-être ça, là. Mais, ou d'autres, ça va être carrément... Non, moi, mettons, une compagnie de vente en ligne. Non, moi, si ton site pogne en feu, moi, je veux que mon serveur web, en 35 minutes, il soit up à côté parce que je fais 10 000 $ à l'heure, tu sais. Genre, fait que, tu vois, c'est vraiment tout dépendamment de la business. Mais c'est vraiment finalement, juste d'écrire le plan. C'est quoi qu'on fait en cas d'urgence. Ça n'a pas besoin d'être 400 pages ou d'un énorme chiffrier avec des pivot tables, là. C'est juste d'avoir vraiment un plan en cas que ça arrive pour vrai, puis d'avoir la solution qui va avec. Là. C'est pas juste de dire oui, on va avoir les backups off-site, puis le jour où ça arrive, tu vas checker tes backups off-site. Ouais, ça fait comme 2 mois que ça marche pas. C'est vraiment, quand je parle d'audit, c'est un peu ça aussi. S'assurer que oui, les backups sont bien pris. C'est pas mal tout ça. Puis, une petite affaire qui est quand même importante, la sensibilisation. Une petite joke de chat. Puis, c'est pas tout le monde qui tripe sécurité. Ginette, la secrétaire, en avant, aller sur Facebook puis cliquer sur tous les liens qui existent, c'est ça son plaisir dans la vie. Puis c'est pour ça qu'il faut vraiment sensibiliser les utilisateurs à faire attention vraiment, parce qu'il y a vraiment deux façons de faire en sécurité. Tu bloques tout, puis comme ça, tu n'as pas besoin de sensibiliser. Ou tu sensibilises, puis tu laisses quand même une petite liberté à tes utilisateurs. C'est sûr que c'est plus le fun pour les utilisateurs d'avoir une liberté et pouvoir faire ce qu'ils veulent, mais c'est là que la sensibilisation est importante. Il y a le SANS qui sort à peu près une fois par mois, un petit document, c'est super bien vulgarisé, ça explique tout le temps un petit
un concept de la sécurité informatique. Comme le dernier, je pense qu'il parlait de l'encryption. C'est juste 2 pages, un petit document, ça va expliquer vraiment bien l'encryption, c'est qu'est-ce qui n'est pas de l'encryption, qu'est-ce qui est de l'encryption. Le mois d'avant, je pense qu'il parlait des malwares. C'est quoi un malware? Après ça, il y en a d'autres qui du phishing. C'est un peu ça. La meilleure façon, j'ai pas de solution, je n'ai pas vraiment travaillé en sensibilisation, je trouve ça important, mais j'ai pas la solution malheureusement pour vous, quelle est la meilleure approche. Moi, ce que je trouverais drôle de faire, c'est carrément faire une campagne de phishing, puis pointer du doigt les gens qui cliquent dessus, puis rire d'eux autres forts devant tout le monde, au party de Noël. Mais je pense pas que c'est la meilleure approche, mais ça serait drôle en estime. Mais allez voir des experts autres que moi, c'est pour la sensibilisation. Mais ça, c'est des choses qui n'ont pas besoin de coûter cher. Ça peut être la petite news par mois dans l'intranet, ça peut être un petit courriel. C'est juste qu'il faut rendre ça agréable, parce que le user, à la base, il n'aime pas ça. Fait qu'il faut mettre une touche d'humour, il faut mettre du flafla ou du plaisir à ce qu'ils viennent le lire, parce qu'on sait tout le monde, t'envoies un long courriel de même, ils liront jamais ça, puis ils vont faire sécurité. Ils vont faire une règle automatique dans le Outlook pour la crise au vidange. C'est pas ça qu'on veut, on veut que ça soit le fun puis agréable, puis que les gens se sentent sensibilisés, puis qu'ils sentent peut-être que les données de l'entreprise sont importantes. Puis j'avais vu une étude que je pense que à 50$, l'utilisateur donnait son username et password à la personne dehors. Il dit, je te donne 50, tu me donnes ton username et password? Ouais. Tu sais, c'est ça, c'est là la sensibilisation elle rentre en jeu, c'est que faut qu'elle se sente interpellée ou comme elle dit non, mon password, c'est important, c'est pour la compagnie. Tu sais, c'est vraiment d'attacher un peu, sensibiliser, parce que sinon, eux autres, c'est ça, puis ils savent pas. Nous autres, on est dans ce monde-là, principalement, où on s'intéresse. Si vous êtes ici, en tout cas, j'espère. Pas juste pour me voir. non, mais c'est ça, fait que c'est vraiment de rendre ça intéressant pour les gens qui finalement qui s'en foutent ou que ça les intéresse pas. Fait que ça, c'est une autre chose importante qui ne coûte pas cher, qui n'a pas besoin de coûter cher. Ça peut coûter cher, mais ça n'a pas besoin. Puis sinon, de la formation continue. Ça, il y a plein de façons, il y a plein de sources. Les gens, ils aiment ça, la catégorie. La formation à plein de dollars, là, vous pouvez aller faire des formations du SANS à 5000$ ou aller un peu n'importe où. Ça existe, ça se fait. Sinon, il y a des blogs qui existent, comme le blog du SANS. Là, je sais que je référence beaucoup de SANS, mais ils produisent beaucoup de contenus qui sont vraiment agréables et intéressants à lire sur plein de sujets de la sécurité. Puis, fait qu'il y a le blog, il y a des mailing lists ou des podcasts. Sur l'adresse qu'il y a là, c'est une liste de beaucoup de podcasts et des mailing lists qu'on peut s'abonner pour avoir de l'information. Sur les réseaux sociaux, Twitter, Reddit. Sinon, faire des CTF comme celui du IAC de tantôt. Ça, c'est une excellente façon de se mettre dedans. Puis, ou juste des projets perso. Tu sais, dans votre entreprise, ils travaillent gros avec des serveurs web. Vous ne connaissez rien en web, mais vous êtes en sécurité. Vous êtes obligé de le savoir. Fait que vous formez là-dessus, vous montez un serveur, vous apprenez, vous lisez par vous-même, vous essayez de sécuriser votre serveur web, trouver les trous, participer à des CTF, faire les tracks de web. Fait que là, vraiment, vous alignez vos recherches pour que ça reflète un peu la business aussi, pour que justement vous soyez meilleur pour sécuriser la business finalement. Puis sinon c'est ça. Il y a pas mal plein de façons de se former, c'est important de continuer. Parce que arrêtez de vous former pendant 5 ans en sécurité, là, vous allez être vraiment dépassé. C'est un monde qui va aussi vite, si pas plus, que l'informatique tout court. Fait que c'est important vraiment de se former à ça. Puis comme je dis, ça n'a pas besoin de coûter cher. Là. Un podcast, là, ou aller au Hackfest, par exemple, tu sais, ça coûte pas cher, ça. Bien moins cher. Bien cher. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaires qui sont possibles de faire. Puis ça, c'est une autre petite affaire. Trop de contrôle, c'est comme pas assez. Si on limite tout, on barre tout, plus capable de rien faire, ben les utilisateurs, ce qu'ils vont faire, eux autres, ils vont se trouver d'autres affaires pour passer à côté. Puis c'est peut-être pas c'est peut-être encore moins sécuritaire que la façon originale de travailler. Puis là, un peu comme j'ai ici, si tu enlèves, par exemple, si tu enlèves un outil, justement, ils vont trouver peut-être un autre outil qui va moins bien. Ça peut être juste comme vous bloquez le FTP. Ah non, on l'enlève, c'est pas sécuritaire, mais vous donnez aucun autre outil. Qu'est-ce que les gens vont faire? Pas de trouble, je vais transférer les datas super confidentielles sur mon Dropbox, puis je vais aller le rechercher plus loin à côté. T'sais. C'est des affaires qu'ils vont être capables de faire ou qu'ils vont faire parce que
ils veulent travailler. Ils disent, la sécurité, c'est ça, un peu comme la sensibilisation. C'est pas le même problème. Eux autres, il faut qu'ils livrent. Fait que souvent, il faut juste leur donner des outils. Non, on va enlever le FTP, mais on va mettre un FTPS à la place. Comme là, ça va donner. Fait que c'est vraiment juste remplacer un outil qui est moins sécuritaire par un plus sécuritaire ou vraiment bulletproof, mais pour que justement, ils soient capables de travailler. C'est ça le but, encore une fois, pour s'enligner avec la business. C'est ça l'objectif. Bon, là, on a tout fait ça. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on relaxe. Tu sais, on prend ça chill, tu sais. Oh, OK, là, on fait on s'assit, puis on reçoit notre paye, puis on fait plus rien. Mais non, esti. Hey, ça serait bien trop facile. C'est là que la Red Team embarque. Là, on a tous nos contrôles, on a toutes nos affaires, on est bulletproof, tu sais, on est sûr. Là, on appelle Red Team, on est prêt. Puis là, vous faites votre test. Puis des fois, la première fois, ça peut faire mal. Vous vous rendez compte que, ouais, finalement, mes contrôles n'étaient pas assez. Mais c'est là la beauté de la chose, c'est que c'est pas des hackers, eux autres, c'est des gens qui sont là pour trouver les trous, puis vous avertir avant que les vrais hackers y arrivent. Puis c'est là que, justement, on peut renforcer la sécurité ou rajouter de la détection, puis justement améliorer sa sécurité interne, pour justement, puis c'est tout le temps à refaire. On fait ça selon la business aux 6 mois, aux 3 mois, aux 1 an, ça dépend toujours. Puis comme je dis, ça peut être une équipe interne, ça peut être une équipe externe. Dans tous les cas, ça fonctionne. Il faut vraiment juste que la Red Team, elle veut. Il faut qu'elle hack. Il faut qu'elle se rende le plus loin possible et qu'elle fasse du dommage pour que la Blue Team puisse devenir meilleure. Puis un jour, peut-être, que la Red Team ne fasse rien puis qu'on rit. C'est ça l'objectif ultime. Mais ça va être dur en crise. Parce que comme Pat dit, il y a toujours des trous quelque part. Puis qu'on oublie toujours de quoi. Ou c'est une petite madame qu'elle... Ah, c'est quoi ça? Puis la clique, puis on manquait un petit peu de sensibilisation finalement. Au début, peut-être pendant 6 mois, on a donné beaucoup. Là, on se rend compte que les utilisateurs sont moins sensibilisés. Il faut redonner c'est toujours un travail tout le temps sans arrêt. Puis comme ça, après ça, on peut arriver avec une vraie informatique sécuritaire. Question? Ah ouais, là. Pas de questions, de remarques. Oui. Pas laisser les utilisateurs admin leur poste. Oui. Mais ça implique l'autre. Non, mais ça peut. Le review des accès, ça rentre exactement dedans. Je n'ai pas parlé, puis j'ai oublié beaucoup de choses, c'est sûr. Puis c'est une excellente affaire. Les utilisateurs ne devraient jamais admin de leur poste. Même les admins ne devraient pas être admins de leur poste quasiment. Ça doit être restreint le plus possible. Mais en même temps, là, il faut que je m'installe un flash. Oui, mais ça rentre dans l'autre. Si ça revient à ta slide, il y a trop. Ça, trop mais pas assez. Ah ouais, c'est ça. Il faut essayer de chercher un juste milieu sans réduire la sécurité de l'entreprise. Mais c'est ça. Là, ça a l'air facile, je vous le garoche, là, mais c'est beaucoup d'heures de travail. C'est beaucoup de travail. Si vous êtes tout seul, non, je sais pas. Si vous êtes non, mais il y en a qui sont tout seuls à se battre contre les départements, puis c'est carrément, des fois, toi, tu le sais que ça devrait être correct, mais c'est lent. Ils sont déjà overbookés, le département X, puis ils ont déjà trop de travail, ils essayent, là, ils veulent. Vous êtes sûr qu'on prend la sécurité. Ou des fois, tu vas peut-être tomber avec des départements que les autres s'en calissent. Puis toi, c'est super important. Puis là, c'est ça. Là, c'est une guerre politique. C'est même plus de la sécurité, mais tu sais, c'est des contrôles qui peuvent être appliqués, puis ça sécurise quand même. Ah, là, c'est là que vous applaudissez. Fait que là, les conférences sont filmées. On va probablement mettre ma présentation pour que vous pouvez aller voir les petits liens. C'est Chris Approve ici, la chose que je vous parlais de gestion d'incidents. Ils ont vraiment un gros guide énorme. Là. C'est vraiment expliqué, puis il y a des beaux petits schémas, puis c'est quand même très bien fait. Puis sinon, il y a d'autres petits liens comme le Shadow Server, Have I Been Pound, il est dur à dire, que c'est disponible pour vous aussi. Sinon, probablement, je vais mettre les slides aussi sur mon blog, là, qui est... Oui?
C'est quel livre tu avais donné tantôt qui expliquait certains trucs informatiques pour les non-informaticiens? Pour les non-informaticiens? Ouais, tu disais qu'il y avait le sens. Ah, le sens, les ouch, je l'ai soumis là-dedans, le ouch. Ben ça, c'est les top 20 des security controls. C'est un petit peu ce que j'ai parlé. Ça aussi, c'est vraiment un document intéressant. C'est un petit peu ce que j'ai parlé, encore plus loin. C'est vraiment un gros document bien détaillé. Puis ils le mettent en ordre de priorité. Étrangement, c'est la gestion d'inventaire qui est en haut. Tu sais, c'est con, mais c'est pas le fun, mais c'est vrai. Là. C'est là que... Parce que, mettons, vous mettez un IPS en place, protège ce qu'il y a en arrière. C'est quoi qu'il y a en arrière? Les serveurs. Tu sais, c'est beau de mettre un IPS à 50 000 $, 100 000, mais si tu ne le fine-tunes pas pour refléter ce que tu as en arrière, ça ne sert à rien. Ou tu vas peut-être te protéger de certaines attaques, mais c'est là qui était vraiment important. Puis, ouais, c'est ça. Ben, le SAN Ouch, finalement, j'ai pas mis le lien, mais. Le troisième. Troisième? Ben oui, c'est vrai ça. OK, c'est celle-là, excusez. Je jouais mal, j'étais en diagonale. Mais, ouais, il y a ça. Fait que là, c'est sûr, du 2016, ils en ont plusieurs années de backlog. Fait que c'est des choses qui peuvent être soit utilisées directement ou modifiées pour. Puis il y a toutes les langues: français, anglais, espagnol. C'est dépendant si vous travaillez dans un environnement multilangue. Fait que c'est tout. Merci de votre écoute.